One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je vous propose une écoute sous un format spécial pour ce mois de décembre. Une mini-série de 4 épisodes courts sur l'antivalidisme. 3 profils différents, 3 parcours de vie différents, réunis pour partager leurs expériences personnelles. On va parler de neuroatypie, de handicap, de maladie et de ce que cela signifie de vivre dans une société où capitalisme et validisme vont de pair. Je remercie Christine, Maîtresse Catin, Nio, de m'avoir accordé de leur temps et de leur énergie, d'avoir dévoilé une part intime de leur réalité. Épisode 2, l'origine du handicap. Alors, j'ai en maladie physique le syndrome Ehlers dans l'os. Ça se caractérise par souvent des crises de douleur, donc l'incapacité de marcher, de me déplacer, de porter des choses. Même un verre d'eau, ça peut me faire souffrir. Enfin, c'est vraiment dans un certain extrême, comme des douleurs quotidiennes qui sont entre guillemets légères. J'ai quand même des antidouleurs à prendre tous les jours parce que j'ai passé un certain cap. Ma maladie psy, c'est le trouble dissociatif de l'identité, donc le TDI. C'est assez compliqué avec certains proches. Ça arrive que ce soit compliqué, mais en général, ça se passe bien. Et heureusement que j'ai mon chien aussi qui sait m'aider à gérer quand ça va pas. Et voilà, principalement, en fait, donc le trouble dissociatif de l'identité, des fois, c'est un peu compliqué. Et j'ai mis du temps avant de réaliser que je l'avais vraiment. C'est surtout mes proches qui l'ont vu en me disant, oui, il y a plusieurs Nio. Enfin, Nio, c'est mon prénom, du coup. Et oui, on a remarqué. Enfin, genre, t'as plusieurs caractères, mais ça se voit qu'il y a plusieurs toi. Et là-bas, c'était surtout à cause d'un problème de mémoire, avec des amnésies que je faisais. On a fouillé sur ce côté-là et on est tombé sur le TDI, en fait. Déjà, j'ai plusieurs troubles. Et c'est compliqué parce que ça va varier d'un jour sur l'autre. Mais déjà, j'ai de la difficulté avec les interactions sociales et avec le dehors en général. Moi, je me sens bien chez moi et je passe le plus clair de mon temps chez moi. Donc, du coup, j'ai un trouble du spectre autistique, j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et puis en comorbidité avec tout ça, parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai une dépression chronique, un trouble de l'anxiété généralisée. Mon quotidien est très chaotique, même si on me dit souvent que j'ai l'air très, très organisée, c'est pas vrai du tout. En fait, je suis hyper bordélique. Je vais avoir des moments où je vais dissocier. Le jour, par exemple, j'ai perdu un temps monstrueux à me maquiller, parce que j'avais besoin de mon correcteur et que je l'avais dans la main il y a 2 minutes et qu'en fait, je me suis dit, il est où? Et que j'ai fouillé partout dans ma salle de bain, je le retrouvais pas et je me suis dit, attends, t'es allée dans ta chambre tout à l'heure? Et du coup, je suis allée dans ma chambre et il était dans ma chambre. Je perds plein de temps sur plein de trucs comme ça, avec la dysfonction exécutive aussi, quand je fais du montage vidéo. L'activité, peu importe quelle qu'elle soit, je vais perdre du temps à cause de la dysfonction exécutive. Et après, pour la maladie de Verneuil, en fait, c'est juste que je vais être hyper fatiguée. La maladie de Verneuil amplifie la dépression parce que tu as des abcès, tu as du pus qui coule. C'est une maladie qui est très méconnue alors qu'elle touche quand même 1% de la population mondiale, ce qui est énorme. Mais elle est très méconnue par les médecins. Moi, j'ai été diagnostiquée vraiment très tardivement. Donc, tu as du pus qui s'écoule, tu peux avoir des odeurs et tu sais, il y a un côté hyper complexant. Tu te sens mal dans ton rapport à ton corps et puis tu as mal, c'est désagréable. Moi, je sais qu'en plus, j'ai des cicatrices et que ça me fait vachement complexer. Ça implique des soins en plus. Et pour l'autisme, ça implique j'ai mis en place des routines de ouf parce que en fait, j'en ai besoin pour tenir et survivre, quoi. Même si je les respecte pas toujours à cause du TDAH, tu vois. Enfin, le seul truc que j'arrive à faire, c'est me lever à heure fixe. Ça me lever à heure fixe, prendre mes médicaments à heure fixe, prendre mon petit déj à heure fixe.
tout ça, ça va. C'est plus la fin de journée, le temps du coucher où ça va varier entre 22h et 2h du matin. Mon trouble, je pourrais le définir, je sais pas, parce qu'en fait, je me suis pas mal identifiée au borderline, mais comme j'ai pas mal de syndrome post-traumatique, j'ai plein de points en commun, sauf que j'ai pas vraiment de problème d'identité. Donc j'ai quand même un peu on va dire que j'ai certains traits, mais je me définis plus comme borderline maintenant. À une période où j'étais vraiment en dépression de fou, oui, je pensais que j'avais beaucoup de symptômes. Mais là, c'est surtout, en fait, une hypersensibilité où c'est pour ça que je préfère travailler de chez moi. Je peux pleurer, en fait. Moi, j'ai 30 ans, je pleure comme si j'avais 1 an. C'est-à-dire que tu me dis un truc méchant, je peux avoir les larmes qui coulent, je peux me mettre à pleurer. Sauf que quand t'es au bureau, quand t'as des clients, quand t'as des machins, tu peux pas être en réunion, te mettre à pleurer comme un bébé. Moi, au supermarché, je peux fondre en sanglots et m'asseoir, limite m'accroupir par terre et pleurer, mais c'est les bébés qui font ça, tu vois. J'ai un comportement de bébé, en fait, au niveau de mon hypersensibilité, de mes réactions émotionnelles. Genre, je peux être en mode « Pourquoi t'es méchante ?» Tu vois, c'est en mode... un langage un peu enfantin, un comportement d'enfant. Et je trouve que c'est handicapant quand tu dois t'adapter dans des milieux conventionnels, c'est-à-dire la plupart des milieux. Ça peut être un peu la honte quand même. Hein. Les gens, ils peuvent être en mode oula, qu'est-ce qui t'arrive? Retiens-toi, prends sur toi en fait. Et souvent, moi, j'avais des difficultés et je me sentais vraiment très très nulle, quoi. Je me sentais très nulle de pas pouvoir retenir mes larmes, de pas pouvoir retenir mes émotions et d'être naturelle, de voir des gens dire oula là, calme-toi. Aussi le fait d'être très vite déconcentrée. Du coup, ça fait que je suis très très créative, mais je suis très vite déconcentrée, je suis très très chaotique. Très très bordélique, je suis pas du tout organisée, j'ai la phobie administrative totale, je procrastine et franchement, je pense que j'ai perdu énormément d'argent dans ma vie parce que j'avais la phobie administrative et je préfère perdre de l'argent que de regarder un foutu papier, en fait. Je me dis, mais c'est lunaire, en fait. Alors parfois, il fallait juste envoyer une lettre pour te faire rembourser d'une somme. Je le faisais jamais. Plein de trucs comme ça, ma boîte aux lettres, je l'ouvrais jamais. Tous les 3 mois, je l'ouvrais, j'avais une pile comme ça et je me disais, ah, je suis dans la merde. C'était que des trucs comme ça, en fait. Et pourtant, je lutte, hein. Maintenant, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est comme si j'arrivais pas à vivre dans cette société et que j'avais un sentiment d'étouffement quasi constant. Que tout m'angoisse et du coup, parfois, je suis totalement paralysée. Voilà, je suis paralysée partout, je n'arrive à rien faire administrativement. Plein de niveaux, donc je le vis quand même comme un handicap parce que je me dis mais c'est pas normal à l'âge adulte d'avoir des lacunes comme ça et de perdre autant d'argent, de temps et de me retrouver tout le temps dans la merde en fait alors que je pourrais bien faire les choses mais il me faudrait un assistant en fait carrément je pense. Mais bon, en tant que femme neuroatypique, je me suis fait énormément violer et abuser sexuellement par les hommes parce que déjà ça a été prouvé. Beaucoup d'entre nous, on est plus naïves et pendant très longtemps, je n'avais pas conscience que pour moi, un homme qui disait je veux te faire un massage, c'est je veux coucher avec toi. Donc pendant longtemps, j'étais en mode ah tu veux me faire un massage, trop bien et tout. Donc je me retrouvais longtemps dans des situations où j'étais en danger en fait parce que j'avais une espèce d'innocence où j'étais très naïve. Et aussi j'avais une sorte de vulnérabilité dans la société où il y avait des codes, je les comprenais pas, les codes de la séduction, de machin, de trucs. Et souvent, je prenais tout au premier degré, je finissais chez des mecs, j'étais dans des situations de galère où je me faisais manipuler. Donc ça m'a mis beaucoup de fois en danger en fait, on va dire en tant que femme, je me sentais très très vulnérable à pas comprendre les sous-entendus des hommes en fait à ce niveau-là. Alors, je n'ai jamais été diagnostiquée par des professionnels de santé. Je suis déjà allée voir une psychiatre qui me servait à rien et qui parlait pas, donc elle m'a saoulée. Franchement, j'avoue, il y en a parfois, ça décourage un peu. Hein. Et je suis allée déjà voir des psychologues qui étaient vraiment 2 psychologues qui étaient top, mais bon, c'était plus pour des dépressions et tout. Non, je me suis jamais fait diagnostiquer. Mais en fait, j'ai aucun doute sur mon TDAH et mon père, il a le TDAH, mais mon père, il a pas été diagnostiqué non plus. C'est un peu l'ancienne génération. Ils sont encore moins diagnostiqués. Et lui, il est vraiment, enfin, c'est vraiment le cliché, on va dire, du mathématicien
Autiste, lui, c'est vraiment le stéréotype, ça se voit dans toute sa manière d'être qu'il l'est. Mais après, c'est un homme, donc c'est différent, ça se voit parfois un peu plus chez des hommes, je trouve, apparemment, selon les critères actuels. Et moi, j'ai eu aussi une amie à moi, on était exactement la même, on était connectés, on avait le même fonctionnement, elle s'est fait diagnostiquer autiste et borderline. Et en fait, il y a eu des moments, j'ai vraiment des pensées obsessionnelles, j'ai vraiment tout le temps des pensées obsessionnelles, je fonctionne par obsession en fait un peu, et toujours des centres d'intérêt complètement obsessionnels aussi. J'ai eu beaucoup d'obsessions sur la psychologie, les troubles, l'autisme, mais ça c'est beaucoup les femmes, je trouve. Les hommes, ça peut être plus cliché, en mode les trains, les maths, mais les femmes, ça peut être plus les sciences sociales, les émotions. Du coup, on est moins diagnostiqué parce que on se dit pas que les émotions, c'est un centre d'intérêt spécifique, tu vois, alors que c'en est un, tu vois. Donc, moi, j'ai pas été diagnostiquée officiellement, mais je sais que si je me fais diagnostiquer, j'aurai sûrement des trucs en plus et pas des trucs en moins, tu vois ce que je veux dire. Et je ressens pas le besoin dans le sens où je sais que je suis neuroatypique, je sais que je suis TDAH, je sais que j'ai peut-être un truc autistique, et il y a des gens qui me l'ont dit. TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et pour moi, c'est de la neurodivergence, c'est que tu fais tes pensées par association. Et potentiellement, si tu as de l'hyperactivité, elle est mentale et aussi physique en général. C'est pour ça qu'on conseille aux personnes TDAH de beaucoup bouger, de marcher, de faire du sport pour canaliser. Sinon, malheureusement, on peut tomber dans les addictions. On est beaucoup plus vulnérable à ça. Donc, si on compense pas le manque de dopamine par quelque chose de sain, on peut s'autodétruire. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Faut quand même en prendre conscience. Oui, il y a ceux qui l'ont pas avec hyperactivité, mais mentalement, je fonctionne comme ces mêmes personnes-là, juste des personnes qui ont le trouble du déficit de l'attention sans hyperactivité. Par exemple, physiquement, elles vont être beaucoup moins actives que moi, elles vont être plus calmes, mais mentalement, on est pareil, quoi, je trouve. Je sais que c'est un peu controversé, il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'autodiagnostic, mais moi, je trouve qu'il y a plein de gens, je le vois, qui sont TDAH, je le vois. Parfois, il y en a, je me dis, ah, t'as peut-être de l'autisme, et il y en a TDAH, je le vois sur même des personnes sur TikTok. Je pense qu'on se reconnaît aussi entre nous parfois. Donc, je pense pas que c'est totalement illégitime l'autodiag, hein. Enfin, Mon parcours est très long et très chaotique, un peu comme moi. Euh, en fait, j'ai complètement craqué à l'âge de 16 ans. J'ai fait une tentative de suicide et du coup, j'ai été hospitalisée en psychiatrie adulte avec des gens qui allaient vraiment très mal, qui étaient dans des états délirants et où du coup, moi, je me suis dit, en fait, je suis comme ça. Pareil, premier médicament à l'âge de 16 ans, je m'en souviens, c'était de la paroxétine qu'on m'avait donné. C'est l'un des antidépresseurs les plus prescrits en France. Et en fait, de mes 16 à mes 22 ans, je les ai passés dans le circuit des hôpitaux psychiatriques à être hospitalisée, puis plus hospitalisée, etc. Et en fait, j'ai l'impression que la seule structure qui m'a vraiment aidée, c'est quand j'avais 17 ans, j'ai plus le nom en tête. Je sais que c'était à Sceaux, dans le 92 ou le 91. C'est une structure adaptée pour les adolescents et les adolescentes. Et ça, c'est vraiment une structure qui m'a aidée. Et vraiment, le cadre est pas du tout le même. Les soignants sont pas du tout les mêmes. T'es pas du tout traité de la même façon. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidée dans un moment où j'étais vraiment en très, très grande souffrance. Et on m'a diagnostiqué, je crois, vers 20-21 ans, un trouble de la personnalité borderline qui, moi, personnellement, est un diagnostic que je réfute. Pareil, là-dessus, il n'y a pas de consensus et je suis pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Enfin, moi, je suis pour l'autodétermination. Mais moi, en ce qui me concerne, dans mon parcours perso, pour moi, c'est un diagnostic qui n'existe pas. C'est un diagnostic fourre-tout qui est en écrasante majorité donné à des personnes sexisées, qui est, je trouve, extrêmement hystérisant. En fait, très souvent, le psychiatre va noter tous tes changements physiques en termes de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, de piercing, de vêtements, alors que c'est souvent un diag qui est donné quand tu es jeune et où tu as un moment dans ta vie où tu te cherches, en fait.
Et ou même sans ça, moi je sais que, enfin tu vois, je peux sortir un jour habillée full noir et le lendemain sortir habillée en rose pastel par exemple. Bah du coup, moi à l'époque, je me dis bon bah ok, c'est ça que j'ai et tout. On me dit que je fais aussi de la dépression et que j'ai un trouble anxieux généralisé. En fait, à 28 ans, j'ai commencé à consulter une thérapeute. Donc je lui ai raconté tout mon parcours en psychiatrie et elle me dit qu'elle trouve que un trouble de la personnalité borderline, ça matche pas trop. Et elle trouvait que je montrais des signes d'autisme. Ok. Moi, je tombe un peu de 1000 étages parce que, du coup, j'ai 39 ans, quoi. Et à l'époque, on parlait pas du trouble du spectre autistique comme on en parle, en tout cas, un petit peu plus aujourd'hui. Donc, moi, je tombais un peu de 1000 étages et tout. Et en fait, j'ai fait tout un parcours dans un hôpital à Villejuif avec des tests et tout. Je sais qu'au début, quand j'ai été diagnostiquée, donc j'avais 32 ans, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais dans le déni des diagnostics. Quand on m'a dit que j'avais un trouble du spectre autistique. Et à l'époque, moi, j'ai été diagnostiquée Asperger, qui est associé à un nazi, donc c'est pas un truc à donner, bon, bref. Et avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et moi, j'y croyais pas du tout. Je me disais, mais c'est impossible. Enfin, tu vois, même moi, j'avais tellement internalisé l'image de l'autiste complètement replié sur elle lui-même, qui peut pas avoir d'interaction avec le reste de la société. Tu vois, pour moi, c'était pas un spectre. Du coup, j'étais dans le déni. Je me disais, mais non, mais c'est impossible que ce soit ça. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ça me paraissait plus plausible parce que ma mère m'avait dit qu'en fait, il y a une de mes instits quand j'avais 6 ans qui lui avait parlé et qui lui avait dit qu'elle pensait que j'avais un problème d'hyperactivité qu'il faudrait peut-être que j'aille consulter. Et donc, j'avais été consultée à l'époque, mais rien n'avait été trouvé. Le psychiatre avait dit, bah non, elle va très bien. Elle est juste perturbée par le divorce de ses parents. Voilà, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Verneuil au même âge, à 32 ans, et en plus, vraiment par un pur hasard, genre, je me baladais dans la rue et j'avais une poussée au niveau du pli de l'aine, donc au niveau du pubis, quoi, mais vraiment dans le pli. Donc, tu sais, ça frottait et tout. Et en fait, genre, j'avais trop mal. Et moi, tu sais, je suis vraiment du genre à pas dire quand j'ai mal et à masquer à fond. Et en fait, j'ai eu tellement mal que j'ai fait un malaise dans la rue. Donc, j'ai été transportée à l'hôpital et je montre mon truc au mec, au médecin, et je lui dis non, mais j'ai l'habitude, c'est un poil incarné. Parce que moi, du coup, ça a commencé, la maladie de Verneuil, quand j'avais une vingtaine d'années. Souvent, c'est à cet âge-là que ça commence. Et en fait, souvent, les personnes, elles vont voir 6 à 7 médecins différents. Et les médecins leur disent systématiquement non, mais c'est des poils incarnés, il faut arrêter de s'épiler, il faut arrêter de se raser, il faut arrêter les trucs, les machins. Et du coup, je dis au médecin à l'hôpital non, mais c'est juste un poil incarné. Et le mec me dit est-ce que je peux voir sous vos bras, sous vos seins et tout. Je dis oui, je lui montre. Et là, il me dit mais en fait, vous avez la maladie de Verneuil, madame. Et je dis quoi? C'est quoi? Je commence à flipper et tout, à me dire mon Dieu, je vais mourir, tu vois. Et puis, il était très gentil, ce mec. Tu vois, c'était complètement le fruit du hasard. Tu t'attends pas à ce qu'un médecin urgentiste, dont c'est pas le métier, donc c'est pas la spécialité. Bon, peut-être que ce mec avait fait des études de dermato, mais les dermatos eux-mêmes, beaucoup n'y connaissent rien. C'était vraiment un pur hasard, quoi. Moi, je suis en stade 2, parce qu'il y a 3 stades dans la maladie, et ça reste quand même hyper handicapant. Il faut revoir toute ton alimentation. Normalement, il faudrait arrêter de fumer. Moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. Je fume que des clopes, mais j'y arrive pas. En fait, la maladie est très méconnue. Ils disent que le facteur principal, c'est l'obésité. Moi, même en ayant perdu du poids, je me tape quand même des poussées et je lis des témoignages de gens qui font vraiment tout dans les clous, ce qu'il faut faire, et qui ont quand même toujours des poussées très, très douloureuses. Et il y a un soupçon aussi, un facteur hormonal. Et honnêtement, je suis de plus en plus convaincue de ça, parce que du coup, tu sais, je tiens un carnet, quoi. Je suis un peu mon propre médecin finalement. Et en fait, moi, j'ai remarqué que souvent, je vais avoir des poussées soit 5 jours avant mes règles, soit 5 jours après. Je suis convaincue qu'il y a un facteur hormonal qui joue. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que c'est une maladie qui est très méconnue et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont touchées et qui ne le savent même pas, qui pensent qu'elles ont juste des poils incarnés parce que c'est ce que leur disent les médecins malheureusement, parce qu'ils y connaissent rien, et 1% de la population mondiale atteinte, c'est énorme en fait. C'est très compliqué les parcours de diagnostic, surtout quand c'est quelque chose comme le CED. Alors, j'ai le syndrome Ehlers-Danlos de naissance.
D'ailleurs, j'ai j'ai trouvé mon carnet de santé et j'ai vu qu'on me suspectait des petits soucis articulaires plus jeunes, enfin très très jeunes, et ça s'est pas tardé dessus en fait. Ils se sont pas tardés dessus puis c'est passé à autre chose. Et j'ai pas eu une enfance très joyeuse, donc j'ai à part beaucoup d'entorses, sinon je ressentais pas forcément les douleurs chroniques. Pourtant, j'avais vraiment tous les signes en fait. Avec du recul, on voit que j'avais beaucoup de signes. Je reste jamais assise en place. J'écris comme une personne gauchère avec la main droite. Enfin, plein de trucs. Et en fait, je me suis naturellement adaptée en fait à mon environnement, alors que ça faisait partie du syndrome Ehlers-Danlos. Tout allait bien entre guillemets jusqu'à mon burn-out. Donc, j'étais en restauration en cafétéria et j'ai fait un burn-out et mon corps et mon esprit ont lâché. Tout a lâché. J'ai eu une évolution, une dégradation de ma santé. Au début, j'avais les jambes qui ne répondaient plus, j'avais plus de sensations dans les jambes. Donc, j'ai vite été aux urgences parce qu'ils ont cru que j'étais en train de les perdre, justement, parce que c'était complètement un symptôme. Et au final, il s'est avéré que non, parce que j'ai eu donc les examens pour savoir si je perdais les jambes. Et non, en fait, surtout, bon, il y avait le niveau cutané, mais il y avait aussi, c'était un énorme cumul de fatigue, en fait. Donc, quand je suis trop fatiguée, mes jambes me font mal. Et j'en viens à ne plus pouvoir forcément marcher. Mais c'est pas quelque chose de définitif, c'est juste dans certaines périodes. Et là, vu que c'était le burn-out, ben voilà. Et il s'est avéré que j'ai eu plein d'autres douleurs articulaires. Toutes les semaines, j'allais 1 à 2 fois chez mon médecin traitant, j'en pouvais plus. On a monté les traitements jusqu'à la morphine, en fait. Et j'ai fait un peu tous les hôpitaux de Bordeaux. Donc voilà, pour qu'on trouve ce que c'est. Et j'ai été hospitalisée plusieurs fois et tout. Et ça a été un peu la galère. On m'a diagnostiqué la polyarthrite, on m'a diagnostiqué potentiel spondylarthrite, puis en fait, finalement, peut-être la fibromyalgie. Et vu que ça ressemblait beaucoup à la fibro, mais que elle était pas sûre, un médecin traitant de l'époque m'a envoyé voir un expert en fibro, et il m'a dit, c'est le syndrome Ehlers-Danlos. Je vous envoie voir un confrère qui va vous la valider le diagnostic. Mais ça a pris 3 bonnes années. Pourtant, moi, je l'ai harcelé, pour les rendez-vous, j'étais vraiment, j'avais besoin d'avoir quelque chose pour me soulager, en fait. Et donc, j'ai dû aller dans une autre ville assez loin pour réussir pour voir le spécialiste et pour être diagnostiqué syndrome Ehlers-Danlos. J'avais répondu à des questionnaires en amont et on a réussi à trouver ce diag. Alors, ça n'a pas été forcément une libération, mais ça a été plus un soulagement dans le sens auquel on savait ce qu'il me fallait un peu plus pour me soulager au niveau des douleurs. Donc maintenant, je suis suivie pour ça. Je suis suivie par un hôpital qui se spécialise un peu dans les maladies rares comme ça. Donc aussi la fibromyalgie à côté pour d'autres maladies articulaires. Côté pour mon TDI, je suis suivie par le centre régional psychotraumatique. J'ai été diag en partie par eux et en partie par mon psychiatre parce que eux, ils connaissaient plus le domaine et la maladie, sachant que il était possible aussi que je fasse de la bipolarité. J'ai des antécédents familiaux, mais je n'en fais pas du tout, donc c'est la seule bonne nouvelle. Mais oui, on a trouvé le TDI grâce à ma psychologue, à mon psychiatre, et ça a été un peu compliqué. Le plus dur pour le TDI, ça a été de l'accepter en fait, et que mentalement en fait, ça a explosé à ce moment-là. En fait, toutes mes autres personnalités, tous mes alters ont un peu débarqué d'un coup. Donc ça a été une période horrible. En plus, j'étais dans une relation. L'autre personne avait aussi des soucis psy. Donc tous les deux, on s'est entre-bouffés, entre guillemets. On est restés en bon terme même après, mais sur le moment, on se faisait pas du bien dans la relation. On a arrêté et tout. Et moi, j'arrivais pas à gérer ce qui se passait dans ma tête. Jusqu'à que j'ai un traitement à base d'anxiolytiques et compagnie pour m'aider à me stabiliser. Et là, je suis quand même assez stable et voilà. Même si je switch un peu tous les jours et tout, disons que je suis quand même beaucoup plus stable maintenant et beaucoup plus dans la sérénité. Et là, dès septembre, je commence enfin un gros suivi avec ICV pour un peu rationaliser mes traumatismes et les remettre à leur place dans le temps. Parce que j'ai surtout ce problème-là.
Plus de 500 témoignages de personnes handicapées ont été recueillis lors d'une enquête que le collectif féministe Les Dévalideuses a réalisée pour cartographier les violences vécues pour les usagers des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. On peut y lire que 84% des personnes pensent que les MDPH font tout pour les priver de leurs droits. 70% des personnes disent que le dysfonctionnement de la MDPH ont entraîné la dégradation de leur santé mentale. 65% disent également avoir vécu un sentiment d'humiliation et une perte de confiance en elles lors de la demande de leurs droits MDPH. Je trouve super que cette enquête ait été faite. Les Dévalideuses, je les connais, j'ai fait une prise de parole lors d'un de leurs événements. Et elles sont super, vraiment. C'est vraiment génial que cette enquête existe et qu'elle ait été réalisée. Oui, moi j'ai déjà fait une demande auprès de la MDPH, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2008. Et du coup, j'ai eu droit à l'allocation adulte handicapé de 2008 à 2018. Et en fait, si tu veux, en 2018, j'ai intégré la fonction publique. Et à ce moment-là, je devais renouveler mon dossier. Donc, je l'ai quand même renouvelé. Et ils m'ont pas renouvelé là, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Non, mais elle, c'est bon, elle est fonctionnaire. Elle est tranquille, tu vois, genre... elle a un salaire entre guillemets et un taf pour toute la vie, alors que pas du tout, tu vois. Au final, j'ai intégré la fonction publique en 2018 après avoir passé un concours, ce qui a été l'une des expériences les plus traumatisantes de ma vie d'ailleurs. Enfin, les concours de la fonction publique, faudra qu'on en parle un jour, parce que vraiment, la différence entre tout ce que tu dois faire au concours et ton taf tel qu'il est derrière, c'est délirant. Mais comme tout dans la société, complètement, en fait, délirant. Et du coup, j'avais refait ma demande et il m'avait retiré la H, mais il m'avait laissé la RQTH, donc la reconnaissance travailleur handicapé. Et j'ai pas refait la démarche depuis, mais là, justement, je suis dans une démarche pour le refaire. Et je sais qu'il y a de plus en plus de refus, notamment auprès des personnes psychiatrisées de l'AH. Et c'est pour ça que moi, là, je veux vraiment avoir un dossier en béton armé, parce que c'est très triste à dire. Mais en fait, moi, c'est vrai que j'entends beaucoup dire dans mon entourage qu'en fait, il faut cumuler les pathologies pour être à peu près sûr d'avoir droit à l'allocation adulte handicapé. Et je trouve ça horrible. Et en même temps, je suis pas étonnée par cette enquête, parce qu'on vit dans une société qui devient de plus en plus fasciste. Donc, ça veut dire recul des droits de toutes les personnes minorisées, donc forcément des personnes handicapées. Après, moi, mon expérience avec la MDPH, elle est très sommaire. J'ai vraiment été reçue une fois à la première demande en 2008 pour être évaluée. Et honnêtement, j'en ai pas de grands souvenirs. Et moi, après, je suis jamais retournée vers LE. J'ai que fait des renouvellements de dossiers via les médecins. J'ai pas d'avis sur le reste, mais je suis pas étonnée de ce que tu viens de me lire, en fait. Ça prend beaucoup d'énergie mentale. C'est déjà devoir se justifier, devoir expliquer ce qu'on vit, comment on le vit. Enfin, oui. C'est humiliant de se faire, de se faire rejeter le dossier alors qu'on sait qu'on en a besoin. Et on parle beaucoup de gens qui fraudent la MDPH et tout. Mais moi, il faut me dire comment ils font, en fait. Pour m'expliquer, parce que vu les difficultés qu'on a pour avoir un dossier pour être validé, je pense pas qu'il y ait tant de fraude que ça, en fait. Hein. J'ai la H pour mon handicap psy que j'ai eu en 6 mois, parce que du coup, on a réussi à faire le diag rapidement. Et le dossier a été fait rapidement et par Internet. Donc, entre guillemets, c'est mon truc qui est passé le mieux. Grande curiosité. Sachant qu'à côté, ça fait plus de 5 ans que je le demande pour le syndrome Ehlers-Danlos, donc ma maladie articulaire, en fait, et principale, entre guillemets, qui empiète le plus sur ma vie de tous les jours, alors que j'ai prouvé, j'ai envoyé plusieurs dossiers, de plusieurs preuves de plusieurs médecins et autres, et à chaque fois, ils me redemandaient des justificatifs ou des documents. Et le problème, c'est que pour voir certains spécialistes ou avoir des réponses d'autres, il faut des délais, en fait, parce que certains mettent 3 mois, 6 mois à répondre, et qu'à chaque fois, ça collait pas au niveau timing avec la MDPH, et la MDPH voulait pas savoir, en fait, oui, ça fait plus de 3 mois, donc on peut pas l'accepter. Ouais, mais le problème, c'est que je me suis retrouvée dans des impasses auxquelles c'était impossible, alors qu'ils avaient vraiment tous les documents, même plus qu'il n'en fallait, en fait. Du coup, le dossier a été clos, je crois,
sans autre information ni rien. Donc voilà, là, faut que je refasse remplir le dernier document par mon médecin traitant maintenant. Et je vais réessayer une énième fois. Donc, ouais, c'est vraiment très difficile, on va dire, les MDPH.